Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'essentiel du cours sur les nombres complexes. Ce chapitre est une extension du cours de nombres complexes qu'on peut avoir en maths experte. Et on va en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi maths experte, reconstruire tout ce qu'il faut pour bien commencer une année de classe préparatoire alors qu'on n'a pas vu les nombres complexes, hein. C'est assez gentil, on va vite, hein, bien sûr, mais au final, c'est assez gentil. Pour donner l'ordre l'idée des choses, on fait en à peu près, 5-6 heures, tout le cours qu'on voit en maths experte qui dure, on va dire, 2-3 mois à base de 3 semaines 3 heures par semaine. On va vite, voilà. Non complexe, donc la construction de C est hors programme, hein, mais on admet qu'il existe, un corps, enfin, vous savez pas c'est quoi un corps, mais vous avez un ensemble qui s'appelle grand C, qui contient R. R est inclus dans grand C et il existe I appartenant à grand C tel que I carré égale -1. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Donc on montre en fait que, pour tout, Z appartenant à C, il existe X, Y appartenant à R tel que, Z c'est égal à X plus, I, Y. Ça s'appelle la partie réelle de Z. Ça s'appelle la partie imaginaire de Z. Et opération sur une complexe, la somme de nombres complexes, qu'est-ce que ça fait? Le produit, et cetera. Bref, tout un florilège de calculs algébriques. Bref, extension du calcul de somme des x4, la factorisation NBN, la formule de binôme, voilà. On peut, utiliser, le chapitre précédent pour des nombres complexes. Pour associer un nom complexe à fixe, ouais, tout ça, c'est de la géométrie. C'est un peu anecdotique, parce que la géométrie, c'est pas, c'est important bien sûr, hein, moi je mes étudiants en colle, je leur demande des trucs de géométrie, mais pour un essentiel du cours, je pense qu'on peut laisser ça de côté pour l'instant. OK, conjugaison et module, il faut savoir, alors je suis allé un peu trop vite sur les opérations sur complexes. Je voulais rappeler parce que j'ai vu cette erreur trop souvent, la partie imaginaire d'un produit, ça appartenant à C, ça appartient à C, c'est différent de la partie imaginaire de Z fois la partie imaginaire de Z'. A priori. Pourquoi? Eh bien, parce que la partie imaginaire de, ZZ', si vous écrivez Z égale X plus Y et Z' égale X' plus Y', vous avez ZZ', c'est égal à X moins Y plus I facteur de Y' plus X'. Et du coup, la partie imaginaire, c'est pas le produit des parties imaginaires. Et j'ai vu ça trop souvent en colle, des étudiants qui ont envie de me dire partie imaginaire de Z carré, c'est égal à partie imaginaire de Z au carré. Ça, c'est non. Ça, c'est inadmissible. D'accord? Par contre, la partie imaginaire est R-linéaire, ce qui veut dire que pour tout lambda appartenant à R, pour tout Z appartenant à C, la partie imaginaire de lambda Z, c'est égal à lambda partie imaginaire de Z. Ça, c'est vrai. Mais si vous avez pris un lambda complexe, ça ne marche pas. Donc on fait attention. Heu, la partie imaginaire, c'est pas, c'est pas, multiplicatif. Par contre, la partie, réelle non plus, ça marche pas non plus, hein, donc on fait attention. OK, je voulais juste rappeler ça. On passe au conjugué, conjugaison. Donc si, Z égale X plus Y, Z bar, c'est égal à X moins Y. Module d'un compatibilité avec les opérations, le conjugué, ça passe avec quasi tout, voire tout. La somme de conjugués, c'est le conjugué de la somme. Le produit conjugué, c'est le produit des conjugués. Pareil, le conjugué d'un quotient, c'est 1 sur le quotient du conjugué, et cetera. Donc le conjugué, c'est vraiment assez sympa. Ensuite, module. Il y a plusieurs manières de définir le module. Je suppose que, hem,
comment il peut le voir? Je pense qu'il veut le mettre avec un truc géométrique. Alors attendez, déjà, on peut remarquer que du coup, z plus z bar, c'est égal à 2x. Donc là, ça fait un réel. Et z moins z bar, c'est égal à 2y, ce qui fait donc euh, un imaginaire pur. Voilà, ça peut peut-être vous servir. En fait, ça va vous servir pour faire des petits calculs un peu rapidement. Module, donc le module de z, c'est égal à la racine carrée de la partie réelle de z au carré plus partie imaginaire de z au carré. Et là, on peut faire une interpolation géométrique dans le sens où il faut voir C comme le plan, parce que là, vous avez l'axe des réels, là, vous avez les axes des imaginaires purs. Si vous me donnez un nombre complexe qui est là, et ben là, il y a sa partie réelle, là, il y a sa partie imaginaire, et le module, c'est cette longueur-là. Voilà. Et comme on est dans un plan cartésien, enfin euclidien, pardon, vous avez ici un angle droit qui correspond à la base canonique enfin, qui correspond à l'angle vecteur 1 ici et le vecteur i ici. Et donc la longueur qui est là, c'est le théorème de Pythagore. C'est la racine carrée de ça au carré plus ça au carré, ce qui fait donc ça. Alors, un module, c'est bien. Un module au carré, c'est mieux. Parce qu'un module au carré, il n'y a pas de racine carrée. Donc, dès que vous pouvez, manipulez toujours les modules au carré. Raison de plus de manipuler les modules au carré, c'est la relation suivante. Le module de z au carré, c'est égal à zz bar. Et ça, c'est très fondamental. Module d'un produit, bah, le module d'un produit, c'est le produit des modules. D'un quotient, c'est le quotient des modules. Évidemment, il faut que le nombre complexe soit non nul. On ne divise pas par 0 dans C. Inégalité triangulaire, donc z plus z', c'est plus petit que module de z plus module de z'. Donc ça se voit sur un dessin. Vous êtes à un point A, un point B. Vous êtes à un point C. La longueur qui est là, donc c'est la longueur AB, qui correspond à enfin, la longueur AB, quoi. C'est plus petit que la longueur AC plus la longueur BC. Voilà. Donc c'est ça l'inégalité triangulaire. Voilà. Et le cas d'égalité, donc z plus z' égale z plus z', SSI, il existe lambda positif, pardon, tel que z égale lambda z' ou z' égale lambda z. Voilà, parce qu'il se peut qu'il y ait des zéros et on n'a pas envie de diviser. Ok, cas d'égalité, voilà. On fait à 2, on peut le généraliser à l'ordre 3. À l'ordre 3, à l'ordre n. Nom complexe de module 1 est trigonométrie. Identité des cercles trigonométriques de l'ensemble du nom complexe de module 1. Ça vient du fait qu'en fait, on définit exponentielle iθ. La forme exponentielle, c'est cos θ plus i sin θ. Donc, lorsqu'on fait un cercle trigo, que là, on a l'axe R, là, on a l'axe IR, bah, tous les complexes de module 1, c'est les complexes qui sont en fait, du coup, sur le cercle de centre de rayon 0 et de rayon 1. Voilà. Et là, du coup, quand on fait le cercle, bah, ici, on sait on lit cosinus θ, et là, on lit sinus θ. Mais dans le plan complexe, là ça va, enfin, le nombre complexe qui est ici, c'est le nombre complexe de partie réelle cos θ, de partie imaginaire sin θ. Donc, ce nombre complexe qui est là, il vaut cos θ plus i sin θ. Et on peut l'appeler exponentielle iθ. Il y a plein de définitions d'exponentielle iθ. On va refaire ça. Enfin, le but, c'est pas de se casser la tête avec les définitions, c'est juste d'avoir des outils pour les manipuler, quoi. Voilà. Et du coup, lorsqu'on a écrit exponentielle iθ, bah, on a plein de formules assez sympas, mais par défaut, on dit que exponentielle iθ est la forme exponentielle d'un nombre complexe de module 1, et de manière générale, z, enfin, pour tout z appartenant à C, il existe R appartenant à R+, euh, θ appartenant à R,
tel que z, c'est égal à r exponentielle iθ. Et là, on appelle ça la forme exponentielle de z. Donc, si on écrit ça sous la forme r cos plus i sin, on appelle ça la forme trigonométrique de z. Et il est de bon ton de savoir jongler entre ces trois notions. Voilà. Et pour se ramener au cercle trigo, bah, on fait z cosenté par r, c'est le module 1, donc c'est sur le cercle. Et du coup, c'est bien EIθ pour un certain θ, et on retrouve bien le truc. Voilà. Donc le cercle, mais vu dans le monde complexe, on appelle ça U. Voilà. Donc c'est l'ensemble des z appartenant à C, tel que module de z, c'est égal à 1. Voilà. Ce qui fait donc exponentielle iθ, exponentielle d'une somme, oui, c'est les formules du style exponentielle iθ, enfin, exponentielle IA plus exponentielle IB. Et là, on fait l'astuce de l'angle moitié, exponentielle I A plus B sur 2, facteur de exponentielle I. Alors, qu'est-ce que j'ai en trop? C'est le A, plus, et là, qu'est-ce que j'ai en trop? C'est le B, exponentielle, du coup, moins I A moins B sur 2. Et là, on a en fait le conjugué, parce qu'on a un nom complexe et son conjugué. Donc, c'est deux fois la partie réelle de ça. Mais on a dit que la partie réelle, c'était A moins B sur 2. Donc, ça fait 2 exponentielle I A plus B sur 2, cosinus de A moins B sur 2. Et là, en fait, on utilise la formule qu'on appelle la formule, les formules de l'air, qui dit que cos θ, c'est égal à exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2. Et sin θ, c'est égal à exponentielle Iθ moins exponentielle moins Iθ sur 2i. Attention, ici, un i. Voilà. Donc, en fait, toutes les formules se retrouvent. C'est quand même bien fait, le monde complexe. Voilà. Euh, Ah, j'ai mal compris exponentielle d'une somme. C'est pas la somme d'exponentielle. La somme d'exponentielle, du coup, c'est la suite. C'est ce qui est là. Exponentielle d'une somme, donc c'est exponentielle IA plus IB, ce qui fait donc exponentielle IA, exponentielle IB. Donc, voilà. Et ce truc-là, ça permet de re-avoir la formule de trigo, ce qui est quand même plutôt cool. Si vous jamais vous êtes tardi en trigonométrie, vous pouvez passer par les exponentielles complexes si vous êtes plus à l'aise et retrouver des formules, notamment par exemple en simplifiant exponentielle IP plus ou moins exponentielle IQ. Formule de Moivre, donc en formule de Moivre, c'est exponentielle Iθ puissance n, c'est égal à exponentielle INθ, c'est égal à cos nθ plus I sin nθ, pour n appartenant à n, bien sûr, hein, ou z. Et mais cos Iθ puissance n, c'est aussi cos θ plus I sin θ puissance n. Voilà, la formule de Moivre, c'est cette égalité-là. Voilà. Et blablabla, d'accord. Donc, à partir de cos nθ et sin nθ, il faut savoir retrouver ça en fonction de cos θ et sin θ. Et là, vous avez un truc puissance n. Ça vous fait penser à quoi? Le binôme de Newton. Ok, ok, ok. Ok, ok. Forme trigo, forme RIθ, argument d'un produit, d'un quotient. D'accord. Donc, le θ qui est là, ça s'appelle l'argument de z. Hein. Donc, si z égale REIθ, θ égale argument de z. Mais vous pouvez remarquer que exponentielle i fois 2pi, c'est égal à 1. Il dit, ah, on ne fait pas les racines de l'unité? Ah, c'est là, d'accord, ok. Bon. Bah, c'est un peu bizarre de parler. Bon, ok. C'est l'énoncé, enfin, le programme est peut-être pas dans un ordre, je dirais, intéressant. Bref. Donc, exponentielle i fois 2pi, ça fait 1. Donc, exponentielle i θ plus 2kpi, c'est égal à exponentielle i θ, exponentielle i fois 2kpi. Et donc, ça fait 1. Que ça fait exponentielle i fois 2pi, le tout puissance 4, ce qui fait 1. Donc, en fait, exponentielle iθ, c'est égal à exponentielle iθ plus n'importe quel multiple de 2pi, ce qui fait donc qu'un angle, c'est connu à 2pi près. Mais c'est naturel. Vous avez un cercle, vous voulez connaître l'angle qui est là, θ, bah, l'angle, vous le connaissez à 2pi près, parce que peut-être que vous tournez plein de fois, et vous arrivez au même endroit. Donc, on le connaît à 2pi près, un angle. C'est pour ça qu'on définit une fonction argument qui va de C
alors là, vous avez les choix, soit entre 0 et 2π, soit entre moins pi et pi, qui a z associe θ tel que z égale r EI θ. OK. Et là, vous allez me dire, mais si z égale 0, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, si z égale 0, il n'y a pas d'argument. Donc en fait, ça c'est défini sur C étoile. L'argument de 0, ça n'existe pas. On prend l'argument d'un nombre complexe non nul. Voilà. Et l'argument d'un produit, bah, on peut montrer assez rapidement, hein. Si z c'est égal à r EI θ et z' c'est égal à r' EI θ', bah, z c'est égal à r' exponentielle i θ exponentielle i θ', c'est égal à r' exponentielle i θ plus θ'. Et ça, c'est bien un nombre positif. Ça, c'est bien un argument réel. Donc ça, c'est une forme exponentielle. Donc argument de z', c'est égal à θ plus θ', ce qui fait donc argument de z plus argument de z'. Évidemment, pour z' non nul. Alors, on dit argument d'un quotient. Bah, le quotient, du coup, c'est avec un moins. Voilà. Transformation de a cos plus b sin en a cos de t moins phi. Donc ça, ok, d'accord, ça c'est au programme. Je ne pensais pas que c'était explicitement au programme. A cos t plus b sin t. Comment on peut transformer ça? Donc ça, on peut faire un raisonnement comme en physique. C'est que là, on a une onde qui pulse et on veut regarder c'est quoi son amplitude. L'amplitude de cette onde, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc je vais diviser par ça. Pour mettre en facteur, a carré plus b carré, a sur racine de a carré plus b carré, cos t, plus b sur racine carrée de a carré plus b carré sin t. Voilà. Et là, j'appelle ça alpha, j'appelle ça bêta. Et on remarque que alpha carré plus bêta carré, c'est égal à 1. Bêta carré. Donc, alpha plus i bêta, ça appartient au cercle unité U. Donc, alpha plus i bêta, c'est égal à un certain cos θ plus i sin θ, parce que c'est sur le cercle. Et par identification des parties réelles et imaginaires, alpha c'est cos θ, bêta c'est sin θ. Donc, ce truc-là, ce truc moche-là, il s'écrit racine carrée de a carré plus b carré fois cos θ, cos t, plus sin θ, sin t. Mais ça, c'est donc égal à, par une formule de Trigo sur les cosinus, cos t moins θ. Et θ, souvent, on l'appelle phi. Voilà. Et certainement en physique, vous avez écrit sous la forme oméga 0t plus phi. Voilà. Bah, c'est pareil. Ok. Et ce truc-là permet, par exemple, de résoudre ce genre d'équation trigonométrique. A cos t plus b sin t égale c. Voilà. Donc, il faut que pour que cette équation ait des solutions, il faut que C en module, c'est plus petit, en module en valeur absolue, pardon, c'est plus petit que racine carrée de A carré plus B carré. Et là, vous avez des solutions. Sinon, vous n'en avez pas. Ce qui est normal. Là, vous l'avez écrit sous la forme A carré plus B carré, racine de A carré plus B carré cos T moins θ. Ça, c'est égal à un certain C. Donc, votre signal, il oscille entre moins cette quantité-là et plus cette quantité-là. Donc, C doit être comprise entre moins cette quantité-là et plus cette quantité-là. Ce qui paraît naturel. Équation algébrique. Équation algébrique, alors, résumé, tout marche comme sur R. Et vraiment, tout marche comme sur R. Puisqu'en fait, donc je vous fais la preuve, hein. Donc on peut supposer que A est non nul. Et donc on peut diviser par A. Parce que si A était nul, on a une équation de degré 1. Donc on va supposer que A est non nul et on va diviser par A. Donc on va se ramener une équation de la forme z carré plus ouais, je vais mettre le A, plus BZ plus C. Voilà, pour résoudre ça égale 0. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit Z carré plus B sur A, parce qu'on a supposé que A était non nul, Z plus C sur A égale 0, ce qui va dans ça.
c'est équivalent à z carré plus b sur a z moins, alors qu'est-ce qui me manque? Là, j'ai un 2, donc c'est b carré sur 4a carré plus c sur a égale 0. Donc ça, c'est équivalent à, oups, il faut que je le rajoute, plus b sur 4a carré moins, oups, que j'ai, voilà. Là, donc là, je reconnais z plus b sur 2a au carré plus c plus quoi? Non, moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Là, égale 0. Ce truc-là, je l'appelle delta. Et dans R, delta, ça a une racine uniquement lorsque delta est positif. Dans C, on s'en fout, parce qu'on peut trouver des racines de moins 1, puisque c'est i, ou moins i. Et donc, en fait, on dit qu'il existe, on veut trouver un delta, tel que delta carré, c'est égal à grand delta. Et là, on a un petit système à résoudre, parce qu'en fait, si delta, c'est égal à x plus y, et grand delta, c'est égal à grand x plus i grand y, on a delta carré égale grand delta. Voilà. Et ben, par identification des parties réelles et parties imaginaires, plus le fait que par le module, on trouve un système qui fait qu'on peut déterminer les racines carrées de grand delta. Lorsqu'on a déterminé les racines carrées, et ben ici, on a un carré. On utilise la formule des carrés, ce qui fait donc les deux solutions de votre équation. Voilà, donc c'est vraiment tout pareil. Donc ça, mes produits de racines, c'est vraiment comme dans R, pour le coup. Racine énième de l'unité, donc UN. L'ensemble des z tels que z puissance n égale 1. Et c'est égal à l'ensemble des exponentielles 2i k pi sur n, k appartenant à 0, n-1. La preuve de ça est à connaître. Donc pourquoi c'est exponentielle 2i k pi sur n et pourquoi k est seulement compris entre 0 et n-1 et pas dans z tout entier. Voilà. Représentation graphique. Géométrique, pardon. Donc en fait, si vous faites un cercle, et ben en fait, UN, ça fait un polygone à n côtés réguliers. Donc si n égale 6, par exemple, et ben U1, c'est à peu près là. U2, c'est à peu près là. Je le fais bien ou pas? Non, non, je le fais pas bien. Si, c'est ça. Faut que je refasse un cercle. U1, U2, U3, U4, U5, U6. Et là, on a un truc un peu régulier. Voilà. Pareil pour U7, U8, etc. Ok. Donc, savoir ça, c'est nous permet par exemple de résoudre ce genre d'équation. Par exemple, z n égale, enfin z plus 1 égale 0, par exemple. Comment on fait pour résoudre ça? En fonction de n, qui est un entier naturel plus grand que 2, on va dire. Et ben en fait, on écrit Zn, c'est égal à moins 1 qui est égal à exponentielle i pi. Donc, exponentielle i pi, on va mettre à gauche. Donc, ça fait IE Zn exponentielle moins i pi, c'est égal à 1. Et nous, on voudrait bien que ça soit égal à un grand Z puissance n égale 1. Parce que là, du coup, on connaîtrait la forme des grands Z. Et ben, on va le faire. IE Z exponentielle moins i pi sur n, le tout puissance n, c'est égal à 1. Ce truc-là, je l'appelle grand Z. J'ai donc grand Z puissance n égale 1, IE grand Z égale exponentielle 2i k pi sur n, k appartenant à Z. Mais grand Z, on avait dit que c'est égal à Z exponentielle moins i pi sur n. C'est égal à ça. Donc Z, c'est égal à exponentielle 2i k pi sur n plus i pi sur n, k appartenant à Z. Et en fait, k est compris en réalité entre 0 et n-1 par le théorème précédent, ce qui fait donc toutes vos solutions. Voilà. Donc j'ai fait au brouillon et en vitesse, mais je vous donne juste l'idée. On n'est pas là pour résoudre des exercices. Pareil, l'exponentiel complexe, je vais le laisser en seconde lecture parce que c'est un peu technique. Et l'interprétation géométrique aussi, je vais laisser en seconde lecture. L'essentiel des nombres complexes, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Donc, une forme algébrique, forme trigo, forme exponentielle,
les équations algébriques, racine à de l'unité, etc. Voilà, donc normalement, vos profs ont été assez pointilleux sur la rédaction, sur les noms complexes, parce que c'est la première fois, entre guillemets, que vous faites de l'algèbre, un peu. Donc, on manipule des outils un peu abstraits. Bon, ils ont une interprétation géométrique, donc c'est quand même sympa, mais la plupart du temps, les objets algébriques n'ont pas d'interprétation géométrique. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur quelques exercices autour des noms complexes. D'ici là, bon courage et bonne semaine.